Bonsoir à tous et bienvenue sur RTI 1, c'est l'heure du dernier journal. 7 mai 2022, 7 mai 2023, voici déjà un an que l'ancien président de l'Assemblée nationale nous a quittés. Ce dimanche, des prières ont été formulées pour le repos de l'âme d'Amadou Soumaoro. À la grande mosquée de la Riviera Golfe, plusieurs personnalités ont en effet imploré Allah pour le défunt. Présent au Maroc dans le cadre de la 15e édition du SIAM, le Salon international de l'agriculture de Meknès, Komena Kwasi Adjoumani multiplie les audiences ce dimanche, jour de clôture de la rencontre. Il a échangé avec son homologue marocain. Et puis nous irons dans la région du Tonkui pour aborder la question de l'égalité des genres. Notre reporter Eugène Atobé y a rencontré des femmes qui se battent pour la connaissance de leurs droits et devoirs. Des femmes rurales qui entendent surtout relever le défi de leur autonomisation à travers le travail. Merci de regarder RTI 1. On démarre ce journal avec ce télégramme officiel départ adressé à Sa Majesté Charles III, roi du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Sa Majesté, votre couronnement en qualité de roi du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord m'offre l'agréable occasion d'adresser à votre Majesté, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations. En cette heureuse circonstance, je forme des vœux choisis de santé, de succès et de bonheur pour votre Majesté, pour la reine consort Camilla et pour tous les membres de l'illustre famille royale, ainsi que ceux de paix et de prospérité croissante pour le peuple ami britannique. Il me plaît également de saisir cette opportunité pour réaffirmer tout mon engagement et mon entière disponibilité à œuvrer de concert avec votre Majesté au raffermissement et à la diversification des relations historiques d'amitié et de coopération mutuellement bénéfiques qui existent si heureusement entre nos deux pays. Très haute considération, signée Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Et cet autre télégramme adressé à son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Monsieur le Président et chers frères, c'est avec une vive émotion que j'ai appris la triste nouvelle des inondations survenues le 4 mai 2023 dans le sud Kivu, à l'est du pays, suite à des pluies diluviennes faisant 176 morts, 57 blessés, et une centaine de personnes portées disparues et d'importants dégâts matériels selon un bilan provisoire. En cette circonstance particulièrement douloureuse, je voudrais, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, exprimer à votre Excellence, au gouvernement et au peuple frère de la République démocratique du Congo, mes sentiments de sympathie et de profonde compassion. En vous assurant de la solidarité du peuple ivoirien, je prie votre Excellence de bien vouloir transmettre aux familles des victimes mes condoléances les plus attristées et aux blessés mes vœux de prompt rétablissement. Très haute et fraternelle considération, signée Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Je vous le disais il y a quelques instants, nous sommes le dimanche 7 mai 2023, une date qui marque l'an 1 de la disparition d'Amadou Soumaoro. La mémoire de l'ancien président de l'Assemblée nationale a été honorée ce matin. C'était à la grande mosquée de la Riviera Golfe en présence de plusieurs membres du gouvernement, des députés et des sénateurs. Des prières ont été dites pour le repos de son âme. Khalil Diomandé, Abou Sanogo. 7 mai 2022. 7 mai 2023, un an, jour pour jour, que l'ex-président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, a été emporté par la grande faucheuse. Ce dimanche, à la grande mosquée de la Riviera Golfe, le Coran est récité en intégralité pour le repos de son âme. Présent à ce moment de recueillement, sa famille politique et ses collaborateurs parlementaires. À leur tête, son successeur, Adama Bictogo, représentant le président de la République Alassane Ouattara. Tous implorent la miséricorde d'Allah en faveur de celui qu'ils appelaient affectueusement Tchomba. Allah, nous te demandons de répandre ta grâce et ta bénédiction sur Amadou Soumaoro là où il se trouve, de faire en sorte que sa tombe soit son premier paradis. Après les prières et invocations,
viennent les témoignages. Ses proches gardent en mémoire le souvenir d'un homme de mission, loyal et dévoué à la tâche. Homme de devoir, il s'est employé à réussir ses différentes missions avec la force du sacerdoce. Les parlementaires garderont longtemps de lui le souvenir de l'inspirateur de la loi organique portant statut des parlementaires et de son décret d'application. Ayant substantiellement amélioré les conditions de vie et de travail des députés et sénateurs, leur donnant ainsi toute la dignité dans l'exercice de leur mission républicaine. Ses discours enflammés et ses actions fortes manqueront aux nouvelles générations. Courage au Yoruba, courage à la Côte d'Ivoire. Portant la voix de la famille du défunt, Souleymane Meïté traduit sa gratitude au chef de l'État Alassane Ouattara, qui n'a cessé de leur apporter soutien moral et financier depuis la disparition d'Amadou Soumaoro. Nous n'oublierons jamais l'immense soutien que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a apporté à notre frère et tout le soutien qu'il continue d'apporter à sa famille. Et lui dire que nous ne trahirons jamais l'esprit d'attachement de notre frère Amadou à sa personne. Par l'entremise de son représentant, le président de la République, Alassane Ouattara, a offert la somme de 10 millions de francs CFA à la famille de l'illustre disparu. Il a également sollicité les guides religieux pour plus d'invocations à l'endroit d'Amadou Soumaoro, lui qui aura été l'un de ses plus proches collaborateurs. Après la route côtière, une délégation de sénateurs s'est rendue au port autonome de San Pedro. Il est bon de rappeler que depuis 2011, l'infrastructure connaît une dynamique de croissance et d'importants travaux de modernisation. Il s'agissait pour ces élus de comprendre son mode de fonctionnement. Une visite de terrain suivie par Mahama Traoré. Arpenter les escaliers pour comprendre comment fonctionne le port autonome de San Pedro. 2 heures durant, le directeur général de cette institution, Hilaire Lamizana, explique aux sénateurs la dynamique empruntée par son entreprise depuis 2011, une dynamique caractérisée par de grands travaux de modernisation dont le dernier en date est l'ouverture en septembre 2022 du nouveau terminal industriel polyvalent. L'activité qui est en forte croissance au niveau donc de l'exploitation et également au niveau financier qui va permettre demain, avec les investissements qui seront réalisés, de voir une Côte d'Ivoire totalement développée, de façon intégrée, et de voir la Côte d'Ivoire jouer son rôle justement de hub. C'est un port sûr, certifié 3 fois, ISO 9000 et autres. La plateforme minière, c'est la valeur ajoutée et je crois que nous ne pouvons qu'applaudir. Lors des échanges, les questions posées par les sénateurs ont essentiellement porté sur la gouvernance, la compétitivité et sur la sûreté du port de San Pedro. Nous avons vu une présentation qui nous convainc et nous espérons qu'en retournant, nous allons prendre en compte ce que nous avons vu ici aujourd'hui, à l'effet d'être plus attentifs dans l'octroi des différents budgets, notamment ceux concernant ces ports, pour en faire un véritable hub dans notre sous-région. Il est bon qu'il y ait une diversification, pas seulement orientée vers les pays voisins immédiatement, mais également les pays distants, c'est-à-dire vers d'autres opportunités portuaires. De 2011 à 2022, le chiffre d'affaires du port autonome de San Pedro est passé de 4 milliards à 12,5 milliards de francs CFA. Sur la même période, le volume du trafic global de marchandises s'est accru, passant de 1,2 million de tonnes à 6,2 millions de tonnes. Direction le Maroc à Meknès où a pris fin ce dimanche la 15e édition du Salon international de l'agriculture, le SIAM 2023. Le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani y a multiplié les audiences. Il a été reçu ce dimanche par son homologue marocain Mohamed Sadiki. Les deux ministres ont abordé la coopération entre leurs pays respectifs. Hugues Hervé Blé, Ambroise Simon. Le SIAM 2023 referme ses portes pour la délégation ivoirienne avec cette audience accordée au ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Kobena Kwasi Adjoumani. Avec Mohamed Sadiki, le ministre marocain de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts, il a été question de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Je voudrais tout d'abord adresser mes remerciements en la personne de Monsieur le ministre à la Côte d'Ivoire pour la participation très réussie
de la Côte d'Ivoire au Salon international de l'agriculture. Nous avons échangé autour de notre participation au prochain salon d'agriculture en Côte d'Ivoire, Sarah, qui est appelé Sarah, et nous irons avec une forte délégation. Et ça sera l'occasion également de concrétiser un certain nombre de conventions et d'accords de coopération sur les thèmes d'intérêt commun. Ça a été pour nous un réel motif de satisfaction d'être à ce salon et nous avons fait un tour d'horizon sur l'ensemble des actions de coopération qui nous lient et nous avons profité de notre présence pour remercier le gouvernement marocain qui, à travers le ministère de l'Agriculture, nous avait déjà octroyé 2 débarcadères. Fini donc ce dimanche le SIAM 2023 avec ses 850 000 visiteurs attendus sur une superficie de 185 000 m² avec près de 1400 exposants. Au Sénégal, le Forum mondial de l'économie sociale et solidaire, lui, s'est achevé il y a 24 heures. En marge de la rencontre, la ministre Belmondo Dogo a conduit la délégation ivoirienne. Elle a rencontré plusieurs partenaires intéressés par la destination Côte d'Ivoire. Didier Nguessan et Diamasso sont nos envoyés spéciaux à Dakar. S'inspirer de l'expérience des pays pratiquant de longue date l'économie sociale et solidaire au profit de la Côte d'Ivoire, la ministre Miss Belmondo Dogo enchaîne les audiences en marge du Forum mondial de Dakar. Tour à tour, le Québec, l'Espagne lui présentent leurs acquis. Ça a commencé dans les milieux agricoles avec les paysans au Québec pour avoir du financement accessible. Le mouvement Desjardins qui a aidé au départ les entreprises, notamment des coopératives, mais par la suite des entreprises d'économie sociale. Aujourd'hui, c'est une entreprise financière très, très importante. L'économie sociale a le même potentiel de développement partout dans le monde. Des expériences très similaires peuvent être répliquées et peuvent être prises et développées dans la Côte d'Ivoire, qui est un pays avec un grand esprit entrepreneurial, j'en suis convaincu. Et nous, ce que nous pouvons faire, c'est offrir cette expérience. Autre organisation à partager leur savoir-faire, le groupe de travail de l'ONU et le GESEF, une association internationale qui milite pour la promotion de l'économie sociale et solidaire. L'ONU vient d'adopter une résolution sur l'économie sociale et solidaire. C'est la première fois à l'Assemblée générale. Et cette réunion était pour rencontrer les ministres de la Côte d'Ivoire et du Sénégal pour voir si elles seraient enclins, si elles seraient disposées à être notre contrepartie politique pour faire avancer ce dossier. C'est important pour nous qu'on mette en lien nos adhérents pour qu'ils partagent des thématiques, leur expérience, leur expertise et pour qu'ils puissent adapter des systèmes qui ont fonctionné. Les pays et organisations ont montré leur intérêt pour la Côte d'Ivoire, dont le projet de loi sur l'ESS est sur la table du gouvernement. Retour en Côte d'Ivoire avec Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, qui voit sa sécurité renforcée depuis quelques heures face à la montée relative de certains actes de violence et d'agression. Le dispositif de la ville a été revu à la hausse. Le ministre de l'Intérieur, le général Bagondo Diomandé, s'est voulu ferme. Pour lui, la quiétude des populations n'est pas négociable. Les forces de sécurité bénéficient désormais de l'appui de la police recours. Une opération épervier spéciale a été lancée. Walter Amadou Ouattara, Zakaria Traoré. Il est 21h passé ce vendredi 5 mai. Nous sommes aux abords de l'espace Jean-Paul II. La question de la sécurité des populations et de leurs biens est d'actualité pour les chauffeurs de taxi et les passants. La semaine dernière, une femme quittait moi vers INP. Pour récemment, même ma Camille, un qui est mort comme ça. C'est pas pourquoi. Avant, dans un quartier, on pouvait se reconnaître facilement. Mais actuellement, là, quand la vie se réagit, les constructions viennent, on ne sait pas qui est qui, bon, comme ça. À partir de 22h, on ne sort plus. Même tout à l'heure, on s'en va, mais on n'est pas à l'aise, on n'est pas en sécurité parce que nous avons peur. Non, nous, on veut vraiment que dans la nuit, on renforce la sécurité, beaucoup de patrouilles pour que nous aussi on puisse travailler sans crainte. Concernant la situation d'insécurité, le commandant du groupement des CRS mène des opérations. C'est le cas ici, au carrefour Mouton, route de Saint-Fra, où un fumoir est détruit. Il est 0h ce jour lorsque nous rencontrons une unité de patrouille pédestre au quartier Ebenezer. Les forces de défense et de sécurité, notamment la police sur le terrain,
aux côtés de nos populations pour qu'elles veillent cordialement à leurs occupations. Et en ce moment, nous avons une dizaine de fumoirs détruits, on va dire une cinquantaine interpellés au devant des acteurs des juridictions compétentes. Et nous poursuivons cette mission. Au-delà de la dramatisation de la situation sur les réseaux sociaux, les visiteurs continuent de se rendre à Yamoussoukro, même le temps d'un week-end en famille. Je n'ai pas senti l'insécurité en tout cas. Je n'ai pas senti l'insécurité. Ça va, on se promène bien dans la ville, il n'y a pas de problème. C'est pour renforcer cette quiétude que le ministre Vagondo Diomandé lance une opération dénommée Épervé spécial à Yamoussoukro. Environ 500 personnels de forces de police et de gendarmerie sont chargés de faire régner l'ordre avec rigueur militaire. Chaque centimètre carré de la Côte d'Ivoire doit être sécurisé et c'est ce qui est fait depuis toujours. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, je voudrais me tourner vers les populations dans un premier temps. Vous devez être les complices des forces de défense et de sécurité. Donnez les informations, donnez les renseignements, signalez tout ce qui n'est pas normal dans votre environnement, sans verser dans la délation. Avant le lancement de cette opération, un bandit pris en flagrant délit d'agression a été neutralisé. C'est certainement le signe que la récréation est terminée pour les personnes de peu de foi. Et c'est dans le même élan qu'un nouveau commissariat de police vient d'ouvrir ses portes à Yamoussoukro. Il s'agit du 3e arrondissement situé au quartier Kokrenou, derrière la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. L'édifice est un don du conseil du district autonome de Yamoussoukro qui y a investi près de 375 millions de francs CFA. Pour le ministre-gouverneur, le docteur Augustin Thiam, ce nouveau poste de police vient apporter une réponse concrète à la lutte contre le grand banditisme. Le commissariat du 3e arrondissement de Yamoussoukro a été inauguré par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Le général Vagondo Diomandé qui prévoit d'ailleurs de doter très prochainement la ville d'un 4e commissariat pour renforcer la quiétude des populations. Autre chose, à présent, l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire a 50 ans d'existence. Son directeur, le professeur Mireille Dosso, était ce dimanche l'invité de la rédaction de RTI1. Avec Hamza Diaby, elle a dressé le bilan de ce demi-siècle de l'histoire de l'Institut. Ses missions et ses domaines de compétences ont été passés en revue. Le professeur Dosso qu'on écoute. C'est aussi un institut qui intervient en collaboration avec le ministère de la Santé, dans tout ce qui est les maladies prioritaires et les épidémies et les pandémies, comme vous avez pu le voir lors de la Covid-19. Nous avons 4 missions depuis le décret de 1991. Là, bien sûr, la première mission, c'est la recherche, évidemment. La deuxième, la formation. La troisième, c'est la surveillance épidémiologique, c'est toutes les maladies à potentiel épidémique. Et puis la quatrième, que la population connaît mieux, c'est les prestations de services dans le secteur de la santé humaine. Quand il y a une suspicion d'émergence d'épidémie, on se doit de faire le diagnostic et de dire quel est le microbe qui se trouve dans les échantillons. Et c'est une fois que le microbe a été diagnostiqué que maintenant la riposte peut se faire de façon adaptée. On fait la surveillance active. Et donc parfois on a des émergences, comme l'année dernière, on a eu un cas humain dû au virus Crimée-Congo. Et donc, on signale. Qu'est-ce que c'est ça, exactement? C'est un virus qui est transmis par les tiques et qui contamine beaucoup les bovins, mais qui peut effectivement... Attaquer aux arbres. Oui, c'est ça. Les domaines de compétences, concernent essentiellement les micro-organismes, c'est ce que j'avais dit, mais ça tous les aspects des micro-organismes. Et donc, on vient donc en appui à tous ceux qui ont des besoins d'identification de ces micro-organismes. On en vient maintenant au dossier de la rédaction de RTI1. L'égalité des genres est une réalité dans le Tonkoui. Les femmes de la région ont décidé de prendre leur destin en main. À Mans, elles mènent un combat sans relâche contre l'analphabétisme digital. Mieux, elles apprennent à connaître leurs droits et leurs devoirs pour créer des activités génératrices de revenus, un moyen pour elles de relever le défi de l'autonomisation. Égalité des genres, le combat des femmes du Tonkoui, un dossier réalisé par Eugène Toubé. Cette dame est enseignante à l'IFEF de Mans. Cet après-midi, elle vient assurer un cours particulier.
Dans sa classe, des auditrices studieuses, des femmes d'âge divers, femmes au foyer, couturières, commerçantes, vendeuses au marché ou exerçant une activité génératrice de revenus. Ce sont près de 20 femmes qui y sont inscrites pour suivre des cours d'alphabétisation et de gestion financière via le numérique. Si on envoie un message, on ne connaît pas. Des fois, on dit à les enfants, viens, tu as lu mon livre. Ah, maman, je suis pressée. Donc, on va se débrouiller et puis on va connaître un peu. C'est pourquoi on est là, grâce à la maison digitale. Aujourd'hui, quand elles prennent le livre, les tablettes, quand elles voient automatiquement ce rond, elles se disent que ça, c'est l'argent qui est là. Ça leur permet aussi de vraiment apprendre parce que, en même temps qu'on joue, et ça nous sert d'études aussi. Et du coup, vraiment, elles sont vraiment très heureuses de venir suivre la formation. Équitablement. Oui, ensemble. Équitablement. Encore. Équitablement. La leçon du jour porte sur la division. Durant tout l'exercice, ces femmes laissent découvrir leur joie de l'apprentissage et leur enthousiasme à la mesure de leur motivation. C'est que l'alphabétisation digitale leur offre le moyen de rattraper leur retard en lecture-écriture et leur offre également la chance d'une insertion professionnelle pour leur réalisation sociale. Comme moi, déjà, je sais lire et écrire, donc j'ai choisi l'éducation financière. Donc, quand on va finir la formation, je vais présenter aussi mon projet. On appelle ça les serviettes hygiéniques lavables. Voilà, je vais les vendre en ligne et grâce à l'ordinateur, vraiment, je peux le faire actuellement. Les femmes utilisent les tablettes et elles apprennent à lire et écrire avec des symboles typiques à l'alphabet numérique. Et puis, il y a l'éducation financière où elles utilisent l'ordinateur, les laptops, et puis elles apprennent l'entrepreneuriat, le marketing et le e-commerce. Grâce à la maison digitale ouverte en octobre 2022, de nombreuses femmes à Mans et dans la région du Tonkoui se sont familiarisées avec l'outil informatique. Si toutes possèdent un téléphone portable, premier rapport direct avec le numérique, mais insoupçonné, combien avant leur passage à la maison digitale avaient conscience des possibilités que leur offre le numérique dans leurs activités économiques. Du coup, cette opportunité qu'elles viennent de saisir leur donne une longueur d'avance sur les autres femmes, pour qui le numérique reste un gros mot, un outil inaccessible. Je ne maîtrise pas tout. Je sais comment on allume, comment mettre les vidéos, comment il y a les informations, mais ce n'est pas trop. Tout type de métier qu'on fait actuellement, on le fait avec le numérique. Donc, si une femme pense qu'elle ne s'y connaît pas encore en ordinateur, il faut qu'elle apprenne. Même si elle a une activité qui lui prend tout le temps, il faut qu'elle trouve un petit bout de temps dans son agenda pour se former, parce que cela va lui servir demain. Dans un monde qui place encore la société des femmes en marge de celle des hommes, les femmes, à l'exemple de celle du Tonkoui, continuent de mener le combat, non seulement pour renforcer leur autonomisation, comme illustré par la maison digitale, mais aussi celui de la reconnaissance de leurs droits exprimés par l'espace Amis des femmes, ouvert en 2021. Ces deux structures, sous tutelle du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, offrent aux femmes et aux filles du Tonkoui l'opportunité de poursuivre leur combat. Les femmes viennent ici quand elles ont des soucis. Les hommes, c'est rare. Mais les femmes, par contre, viennent parce qu'elles ont confiance en nous. 218 associations de femmes sont membres de l'espace Amis des femmes. Il se pose comme un lieu de réflexion et d'échange sur la condition, le vécu et le devenir de la femme et de la jeune fille à l'aune des questions touchant à leur existence. Scolarisation et insertion de la jeune fille à l'école, égalité des chances, violences faites aux femmes et aux filles, droits humains et autonomisation par la création d'activités génératrices de revenus, dans un contexte où la femme est appelée à relever le défi du numérique. Toutes ces femmes que nous avons sont des femmes leaders qui sont chacune dans leur domaine d'activité en utilisant les méthodes traditionnelles. Elles sont soit dans les marchés, soit dans leurs boutiques. Elles ont bien souvent des smartphones, mais elles ne savent pas qu'elles utilisent cet appareil-là que peut-être à 10% de ses potentialités. Et aujourd'hui, Dieu merci, les premières qui ont commencé à fréquenter la maison digitale commencent à voir un peu un changement au niveau de leurs activités économiques. On peut avoir toutes ces étoiles qui sont alignées, mais la première bénéficiaire doit être consciente également de ses potentialités.
La maison digitale et l'espace ami des femmes, de par leurs bénéfices, résument l'ambition des femmes du Tonkpi. Réaffirmer leur quête d'autonomisation et assumer leur rôle et place dans la société, au-delà des tabous et pesanteurs socioculturels. Un défi qu'elles comptent relever, conscientes des obstacles qu'elles auront à affronter. Un dossier à revoir, bien entendu, sur RTI 1. Autre chose à présent, le paysage audiovisuel s'enrichit dans le nord du pays. Dans la région du Poro, la ville de Korogo bénéficie désormais d'une nouvelle radio communautaire. Radio Poro FM aura pour mission d'accompagner le développement dans le district des Savanes. Elle fera sienne les préoccupations des populations, les informer, les sensibiliser, mais surtout les éduquer. Politique à présent avec la coordination RHDP de la Nawa qui a présenté les deux candidats officiels du parti, des candidats pour les élections municipales et régionales 2023. Les militants ont été mobilisés pour une victoire éclatante. Jean-Marc Djadji. Le ministre Alain Richard Donvaï pour les régionales de la Nawa et Senghor Yepi Nyonkonté pour les élections municipales de Méagui. Voici les candidats officiels du parti présidentiel pour ces deux circonscriptions. Une information que les cadres RHDP sont venus divulguer aux populations et aux militants de la localité. Un appel à la mobilisation est lancé pour la victoire du parti à ces élections locales. Il leur était expliqué que le meilleur candidat, c'est celui qui peut avoir le profil pour continuer ces œuvres-là. Et le meilleur, c'est personne d'autre que Donvaï. Et ça, je crois que les parents m'ont bien compris. Et par la même occasion, j'ai présenté aussi Senghor Yepi, qui est vice-président de la région, qui a été choisi par ses pairs secrétaires départementaux du RHDP comme le candidat de notre parti au niveau de la commune de Méagui. Et j'ai rassuré les parents que le ministre Donvaï a donné son accord devant le choix qui a été fait. Nétro Barthélémy, chef central, et les cadres du RHDP ont lancé un appel pour des élections apaisées en vue de maintenir la cohésion sociale dans le département de Méagui et dans la région de la Nawa. Donner à chacun les clés pour construire sa relation personnelle avec Dieu et avec son prochain, c'est le thème de l'édition 2023 du Festival des familles. À Grand Bassam, la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification a marqué le coup. C'était en présence des hommes de Dieu à Boussanogo. Plus de 120 couples présents au Festival des familles 2023 à Grand Bassam. Ambiance festive pour renforcer la vie de couple et donner à chacun les clés pour construire sa relation personnelle avec Dieu et avec son prochain. Une initiative de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification en vue de créer un monde de paix à travers de vraies familles et 3 générations vivent ensemble comme une seule famille selon l'idéal prévu par Dieu au moment de la création. Nous sommes fiers de les présenter aujourd'hui à Dieu et à toute la communauté, parce que ces jeunes gens vont fonder des familles qui sont assises sur des vraies valeurs. Avoir une vie de couple, réussir son foyer, retrouver une paix durable dans le couple demande de formation et de suivi. Nous avons des séminaires que nous faisons pour éduquer les jeunes gens, pour éduquer aussi les familles à travers toute la Côte d'Ivoire. Tout est prévu pour obtenir une bonne longévité dans le couple, mais nécessaire de donner des conseils. La famille qu'ils ont aujourd'hui à construire pour demain doit comporter tous les aspects de l'amour, à savoir l'amour fraternel, l'amour conjugal, l'amour filial et l'amour parental. Ce festival des familles, c'est aussi un festival multiculturel avec des projections d'images de couples de différentes nationalités, des témoignages. C'est beau et c'est édifiant. Et on poursuit avec cette note de gaieté avec la 3e édition de la grande émission à succès de la RTI Bonjour, qui a bel et bien eu lieu dans la capitale française pour l'édition 2023. Les humoristes ont conquis et séduit le public parisien. C'était samedi à l'espace Martin Luther King, un grand moment de communion au cours duquel le talent, le savoir-faire de la comédienne Adrienne Coutouan a été reconnu. La comédienne a été honorée et décorée par l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France.
En regardant maintenant la sélection des faits marquants pour la semaine qui se referme dans quelques minutes, des données collectées par Angela Diallo dans un commentaire d'Abou Sanogo. Au moins 6 civils ont été tués en Ituri dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Cette nouvelle attaque est attribuée aux rebelles affiliés au groupe État islamique ADF. L'ONU estimait à la fin du mois de mars à 485 le nombre de morts depuis décembre 2022. Depuis le 15 avril dernier, des combats entre l'armée et les paramilitaires ont fait environ 700 morts et plus de 5000 blessés. Malgré l'annonce d'une nouvelle trêve jusqu'au 11 mai, les combats continuent et ont déplacé plus de 335 000 personnes et poussé 115 000 autres à l'exil selon l'ONU. Adjaye Banga, le candidat des États-Unis à la présidence de la Banque mondiale, a été élu à la tête de l'institution. Unique candidat déclaré, le nouveau président a assuré vouloir donner la priorité au financement de la lutte contre le réchauffement climatique. Il devrait prendre fonction le 1er juin prochain. Au moins 130 personnes ont été tuées au Rwanda dans des inondations et glissements de terrain causés par de fortes pluies saisonnières. Dans les districts les plus touchés, des opérations sont en cours pour permettre l'évacuation et la relocalisation temporaire des résidents des zones à haut risque. La junte au pouvoir au Mali a annoncé la tenue le 18 juin du référendum sur une nouvelle constitution, initialement prévu le 19 mars, mais repoussé. Selon le décret lu par le porte-parole du gouvernement, les membres des forces de sécurité voteront par anticipation le 11 juin prochain. Le Royaume-Uni a célébré ce samedi le couronnement de Charles III à l'abbaye à Westminster, à Londres, 70 ans après celui de sa mère, la reine Elisabeth II, décédée en septembre dernier. Parmi les 2300 invités, des chefs d'État et de gouvernement de plusieurs pays du monde. Environ 23 000 personnes ont fui les violences ethniques qui secouent le nord-est de l'Inde. Les troubles ont éclaté à l'État de Manipur, où une marche de protestation organisée par un groupe tribal a dégénéré en affrontement, au cours desquels les véhicules et des maisons ont été incendiés. Et il est temps pour moi de vous souhaiter une excellente fin de soirée sur RTI 1. Dès demain, retrouvez Régis Copi à 6h30. Bonsoir.